Les 4 scientifiques travaillent désormais jour et nuit sur le projet Zealandia. Ramishim a enfin pu fournir à tous un modèle informatique cohérent afin de virtualiser les tests biotechnologiques. Esrim possède toute la latitude nécessaire pour avancer vite sur la représentation matricielle d'Ictus. Arba dirige fermement et sans contestation le projet. Les tensions semblent s'estomper au sein du groupe. Sheva a officialisé sa grossesse. Esrim est ravi et se sent revigoré par cette merveilleuse nouvelle. Bien entendu, Sheva ne peut plus assurer de travail physique. Elle s'occupe uniquement de l'intendance nécessaire au fonctionnement du labo. Au fil du temps, la promiscuité de la vie sur la petite île leur paraît moins difficile à accepter. Pourtant, l'hiver austral les oblige à restreindre leurs déplacements et à rester près des sources de chaleur. Une sorte d'engourdissement corporel saisit tout le monde. Ce jour, un vent glacial et une pluie cinglante règnent en maître sur l'archipel. Méa choisit ce moment pour venir parler à sa cousine chez elle. « Arba, tu me vois ou tu ne veux pas voir? Oui, c'est vrai que tu as vieilli. C'est ça que tu veux me dire? J'ai salement vieilli, et tu le sais très bien. Tu as vu mon visage? Regarde ma peau, là, et là aussi. Tu veux que j'enlève ma combinaison? Non, non, ce n'est pas la peine. Alors, et tu as remarqué que Sheva présente le même symptôme que moi? Oui, j'en ai parlé avec Ramishim. Il n'arrive plus à dormir depuis. Il passe des nuits à essayer de comprendre ce qui a pu se produire lors des transferts. Mais pour le moment, il n'a rien trouvé de probant. Si la matrice issue de l'hyperscan est vérolée, ce n'est pas la peine de continuer le projet Zealandia. L'hyperscan n'est pas en cause. La matrice issue du transfert est normale et complète. Ubiquity a fait le job. Non, il semble que ça vienne uniquement du reconstructeur. Ma cousine, parle-moi franchement. Nous sommes condamnés à court terme, moi et Sheva. J'ai pu constater une nette accélération du processus depuis que nous sommes sur l'île. Il semblerait que le phénomène de vieillissement sur vous deux soit de même nature, exponentiel. Méa, saisi par l'abattement, se laisse choir sur une des structures pneumatiques qui constituent l'ensemble des fauteuils dans les habitations et le labo. Le ciel lui serait tombé sur la tête, que cela n'aurait pas eu un effet plus dévastateur. Alors Sheva et moi allons mourir rapidement de vieillesse? C'est horrible. Je crois que je n'aurai pas le courage d'attendre que survienne cet ultime moment. Que veux-tu dire? Je t'interdis de faire ça. Arba se précipite vers Méa et elle l'attrape par les bras. Méa sanglote. Tu entends, Méa? Tu ne feras pas ça. Je suis certaine que nous allons trouver un remède. J'y travaille jour et nuit. Tu vas m'aider et ensemble nous trouverons la solution. Nous avons conservé ta matrice dans Ubiquity. Après avoir revu le problème de reconstructeur, nous réaliserons une nouvelle reconstruction et tu vivras de nouveau dans un nouveau corps et... Méa se rebelle en regardant soudain Arba avec un regard haineux. Arrête, tu dis n'importe quoi. Toi et Ramishim, vous avez joué les apprentis sorciers sur notre dos. C'est vous qui êtes à l'origine du projet transfert. C'est vous qui avez merdé. Arba se rend compte qu'elle ne peut plus rien dire pour se justifier, ni pour calmer Méa. Sa cousine se complaît désormais dans la spirale de la rancune. Au fond d'elle-même, elle sait bien que ces accusations expriment une mauvaise foi évidente. Mais elle continue de se défouler sur Arba, qui se mure maintenant dans le silence. Méa se lève soudainement et se précipite vers la porte. Elle sort en furie. Le vent qui s'est engouffré se retire violemment dans un sifflement inquiétant. Arba sort à son tour en courant à la recherche de Méa. Mais elle a déjà disparu de sa vue dans la petite forêt. Alors elle tombe à genoux et se prend la tête dans les mains. La pluie lui glace le cou et des frissons l'envahissent. Peu de temps après, Ramishim qui remonte du labo la trouve ainsi prostrée. La nuit suivante, Esrim, qui veille et travaille seul sur la matrice d'Ictus au labo, jette sans réfléchir un regard furtif vers des hublots qui équipent les UDSM. Il croit reconnaître la silhouette de Méa, qui marche sur la lampe baignée par la lueur pâle de la lune. Il se précipite vers le hublot. Méa grimpe à vive allure vers les hauteurs de l'île. Esrim réfléchit un moment. Pourquoi cette démarche singulière de Méa en pleine nuit, et où peut-elle aller? Même si le ciel est clair et qu'on y voit presque comme en journée, il ne peut imaginer qu'elle part simplement en promenade par ce froid. Une intuition angoissée envahit son esprit. Il décide, toutes affaires cessantes, de rejoindre Méa. Elle est déjà loin lorsqu'il franchit le seuil du labo. Après avoir parcouru une centaine de mètres, Esrim hurle à plusieurs reprises le nom de Méa de toutes ses forces, mais elle ne semble pas l'entendre. Un fort vent occulte ses cris. Méa bascule sur l'autre versant de la colline et se dirige clairement vers le sud-ouest de l'île.
La distance jusqu'à cet endroit de la côte en partant de Magnetic Bay est assez courte, mais un dénivelé non négligeable s'impose aux marcheurs. En raison d'une végétation peu abondante, il est assez aisé de marcher hors des sentiers. Esrim bascule à son tour sur l'autre versant. Il n'a pas réussi, malgré une marche rapide, à refaire son retard. Esrim jette un coup d'œil circulaire afin de repérer Méa. Il la voit qui contemple la mer en haut d'une petite falaise. Il tente encore une fois d'attirer son attention en l'appelant et en faisant avec ses bras en l'air de grands gestes circulaires. Puis Esrim se met à courir sans réfléchir. Il en est sûr maintenant. Elle va sauter de la falaise. Arba se met à pleurer. Ramishim semble profondément attristé. Quant à Sheva, elle crie sous l'emprise de la colère en regardant Arba et Ramishim. C'était prévisible. Elle était à bout. Voilà ce qui m'attend aussi. Lorsque j'aurai mis mon bébé au monde, je devrais mourir, aussi peu de temps après, le laissant orphelin de sa maman. Esrim se tait, il est abattu, et encore sous le choc de ce qu'il a vu, et n'a pu empêcher cette nuit. La vision du corps de Méa fracassé en bas de la falaise le hante.